Je suis ravi de vous retrouver pour un Parlez-moi d'histoire exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Paris, au Grand Palais, où se déroule, vous le savez, l'exposition sur les 200 ans du Figaro jusqu'au 17 janvier. Nous avons donc le plaisir d'enregistrer cette émission en public, un public nombreux et amical que je salue et que je remercie de sa présence. Le Figaro est né voilà 2 siècles, en janvier 1826. Comment a-t-il réussi à durer, à grandir, à s'imposer comme un des principaux titres de la presse française? On en parle tout de suite dans Parlez-moi d'histoire. Pour parler de la saga du Figaro, j'ai la joie d'accueillir Claire Blandin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à la Sorbonne Paris-Nord, présidente de la Société pour l'histoire des médias. Vous êtes commissaire de l'exposition, vous l'avez conçue et préparée. J'ai la joie Avec vous. d'être l'autre commissaire de l'exposition. Nous avons travaillé ensemble en toute intelligence. Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous êtes conservateur à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, pour être plus précis. Et par ailleurs, vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages remarqués. Mais c'est en votre qualité de conservateur aux Archives nationales que nous vous recevons aujourd'hui, puisque vous avez été notre interlocuteur quotidien. Et nous vous en sommes très reconnaissants pour tout au long de cette année de travail. Isabelle Schmitt, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directrice adjointe des hors-séries du Figaro et vous avez, avec Michel de Gégère, à ses côtés, conçu, élaboré le magnifique hors-série que vous consacrez aux 200 ans du journal. Il est actuellement en vente en kiosque et sur Internet, naturellement. Je le recommande chaleureusement. Son titre, Le Figaro traverse les siècles, 200 ans d'histoire de France. Étienne de Montetti, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur du Figaro littéraire, on le sait, auteur de nombreux ouvrages, et vous avez conçu, avec pour la partie photographie, le concours de Cyril Drouet, directeur adjoint du Figaro Magazine, donc un très beau livre, Le Figaro, 200 ans de liberté, aux éditions de La Martinière, un livre qu'il faut avoir. C'est dire que je suis très bien entouré, j'ai intérêt à ne pas dire de bêtises. Alors, tout d'abord, chers amis, Claire Blandin, je me tourne vers vous. En vous plongeant dans l'histoire du Figaro, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, marqué? Vous avez fait votre thèse sur le Figaro. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans l'histoire de ce titre? Merci beaucoup Guillaume. Oui, c'est vrai, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'histoire du Figaro littéraire et je vais peut-être repartir de là parce que le Figaro littéraire, moi je l'ai étudié au moment de la Libération, donc notamment entre 1946 et 1971, et j'ai étudié comment ce titre se transformait. Et je pense que si le Figaro traverse ces 200 ans, c'est qu'il a su naître, renaître, se transformer, être différent et toujours Figaro tout de même. Charles-Éloi Vial, vous êtes un fin connaisseur des archives à la fois du Figaro, c'est-à-dire le journal, et aussi des grands auteurs qui ont publié, de tout ce qui tourne autour du Figaro. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, intéressé, surpris dans ces archives? Alors, on va dire déjà comme historien, enfin déjà comme docteur en histoire, j'avais à l'époque de ma thèse beaucoup travaillé sur le Figaro pour la période de la Restauration, de la monarchie de Juillet. Je m'étais rendu compte de la richesse des numéros du Figaro. Pour les historiens, on peut retrouver des dates, des mentions d'événements. C'est une vraie mine d'informations, c'est extrêmement précieux. Et ensuite, comme conservateur, en retrouvant un peu partout, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, en retrouvant des manuscrits d'articles du Figaro dans des fonds de grands écrivains, je me suis rendu compte que c'était quand même un journal extrêmement littéraire, un journal où de grandes plumes écrivent, avec une qualité de l'écriture, avec souvent des manuscrits qui sont beaux. Il y en a plusieurs qui sont exposés ici dans l'exposition. Oui, nous remercions la Bibliothèque nationale de France de nous avoir notamment prêté le manuscrit de Beaumarchais. Ben oui, effectivement, mais aussi celui de Jean d'Ormesson. Donc il y a cet aspect très littéraire du fond qui moi me passionne parce que ça entre en résonance avec beaucoup de fonds de grands écrivains. Et dernier point, parce que je ne vais pas non plus monopoliser la parole, mais ce qui me fascine, ce qui me passionne, c'est aussi la qualité de l'information, puisqu'on retrouve
des coupures de presse du Figaro, des allusions au Figaro dans des journaux d'intellectuels, de philosophes, d'ethnologues qui peuvent être de droite, qui peuvent être de gauche. Donc il y a vraiment une sorte de reconnaissance un peu transpartisane de la qualité du Figaro. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait passionnant. Isabelle Schmitt, vous qui vous êtes plongée pour ce magnifique hors-série dans les archives du Figaro, qu'est-ce qui vous a le plus surpris peut-être ou intéressé? Alors, ce qui nous a le plus intéressé avec Michel de Gégère, quand on a conçu ce numéro, c'est de nous rendre compte que l'histoire du Figaro est consubstantielle de l'histoire de France, qu'elle raconte l'histoire de France, et que même le Figaro a forgé l'histoire de France. Je vous donne 3 petits exemples. D'abord, Baudelaire, avec ses Fleurs du Mal. C'est après avoir lu un article du Figaro que le procureur Pinard décide de l'attaquer pour attaque aux bonnes mœurs. Et puis deux autres exemples plus glorieux, je dirais, qui est l'affaire Dreyfus, où le Figaro est l'un des premiers journaux français à défendre l'innocence de Dreyfus. Et malgré la conviction de ses lecteurs que Dreyfus était coupable, et le Figaro sera vraiment le fer de lance de sa défense. Et puis il y a l'affaire, dans les années 50, l'affaire Kravchenko, ce dissident russe dont le Figaro littéraire publie un grand entretien, et ce qui lui vaut d'ailleurs les foudres de Sartre, Beauvoir et de leurs amis. Il y a aussi le fait que c'est le pionnier du journalisme moderne, on en parlera sans doute avec Hippolyte de Villemessant, et qu'enfin, depuis toujours, le Figaro est synonyme d'élégance, d'art de vivre et de sociabilité. Hippolyte de Villemessant a lancé les dîners du Figaro, Gaston Calmette a lancé les 5 o'clock au Figaro, les concerts à la rédaction. Il y a les rencontres du Figaro Salgavo, et puis les soirées du Figaro Histoire, les ciné-clubs, les soirées du Figaro hors série, les clubs du Figaro qui réunissent des fidèles toutes les semaines, qui viennent assister aux émissions que vous animez tous avec talent. Merci, cher Étienne de Montetti, vous qui êtes aussi un écrivain. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé parmi les très nombreux écrivains qui ont publié dans le Figaro depuis le siècle? C'est quand les signatures ne sont pas forcément attendues au Figaro. Effectivement, quand un Jules Vallès, écrivain anarchiste, écrivain socialiste, est accueilli par Hippolyte de Villemessant, qui accepte, là aussi contre ses lecteurs, de le faire collaborer sur des reportages sur la condition des ouvriers, eh bien, les lecteurs peuvent s'offusquer. Villemessant tient bon et Vallès continue à écrire. Et ça vaudra au Figaro d'ailleurs, au moment de la Commune, alors que les communards veulent la peau du Figaro en quelque sorte, d'être défendu par Vallès qui dit à ses amis laissez au Figaro cette liberté qu'il m'a octroyée quand je pouvais y signer. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, l'envoyé spécial du Figaro pour découvrir les États-Unis, eh bien c'est Jean-Paul Sartre. Oui, c'est un peu inattendu. C'est très inattendu, et Sartre fait des reportages sur la situation aux États-Unis, notamment la situation des Noirs américains, qui sont publiés en feuilleton dans le Figaro, et ça forme un ensemble intellectuel et littéraire de tout premier plan. Très bien. Alors maintenant, on va parcourir les différentes étapes de la vie, on va raconter à grands traits, bien sûr, au galop, les différents chapitres de la vie du Figaro. Alors, chère Claire Blandin, partons du début, 1826, c'est la Restauration, c'est Charles X. À quoi ressemble physiquement ce premier journal et pourquoi est-ce qu'il naît à ce moment-là? Alors, le Figaro naît en 1826, donc sous la Restauration. Alors, à quoi ça ressemble physiquement? Il faut aller voir la première vitrine là-bas, donc dans l'allée sud, où effectivement, vous voyez que c'est une petite feuille. C'est une petite feuille satirique. Ça fait 2 pages, ça fait 4 pages. Le Figaro, c'est-à-dire le personnage de Figaro, est choisi par les fondateurs du journal, Alloy et Arago, en écho, bien sûr, au manuscrit de Beaumarchais, à la pièce de Beaumarchais, pour dire, en 1826, sous la Restauration, on est revenu à la situation d'avant la Révolution française, on est comme sous l'Ancien Régime, il faut défendre la liberté d'expression. Et donc c'est parce que le petit valet dans la pièce de théâtre fait un plaidoyer pour la liberté d'expression qu'ils choisissent ce titre-là. Et ce qui frappe Charles-Éloi Vial, c'est que en 1830, ça arrive tout de suite après, enfin, quelques années plus tard, il y a donc la Révolution des Trois Glorieuses. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on pourrait dire, le Figaro compte pas beaucoup à l'époque, c'est ce qu'on dit par modestie, pour pas être trop, en essayant d'avoir la tête froide. Il co-signe quand même l'appel des journalistes des rédactions parisiennes à refuser les ordonnances de Charles X
qui suspendent la liberté de la presse en juillet 1930. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas si dérisoires que ça dans le paysage médiatique de l'époque. Sinon, on ne les aurait pas sollicités. Ils sont sans doute pas si dérisoires que ça. C'est peut-être aussi un des seuls journaux qui est encore en état de publier, puisque quand même beaucoup de presse au moment de la Révolution de juillet vont être fermées par ordre du pouvoir. Donc peut-être que des petits journaux arrivent à avoir plus de poids que des journaux importants. Il y a aussi, on ne sait pas vraiment, peut-être que vous le savez, mais on ne sait pas qui écrit dans le Figaro. Derrière les pseudonymes qu'on retrouve dans les premiers numéros, on a le comte Almaviva, Rosine. Personnages de la pièce de Beaumarchais. Les gens n'écrivent pas sous leur nom au début. Exactement. Peut-être qu'il y a des individus quand même assez importants qui ont un certain poids, qui ont des choses à dire et qui trouvent dans le Figaro un moyen de s'exprimer. Et enfin, il faut bien voir aussi que le Figaro est un journal qui est contre Charles X. Donc c'est d'ailleurs intéressant dans les premiers numéros du Figaro de voir le déclin de la popularité de Charles X. C'est assez frappant, mais c'est pas un journal qui est non plus contre la monarchie. Au contraire, en 1830, la perspective de voir les Bourbons partir et une monarchie un peu plus libérale qui prend la place, c'est plutôt quelque chose que je pense qu'à l'époque, les journalistes du Figaro devaient apprécier, appeler de leur vœu. Donc on est vraiment dans une optique d'ambition, enfin de rêve d'une monarchie libérale, et on rejette au contraire la monarchie ultra de Charles X. Donc en réalité, la Révolution de 1830, on est tout à fait dans la ligne de ce que le Figaro voulait ou de ce que des personnages comme Thiers, par exemple, souhaitaient à la même époque. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'ils veulent que la charte constitutionnelle que Louis XVIII avait octroyée, comme il disait, en 1814, soit pleinement respectée et que donc il y ait une monarchie libérale qui s'instaure. Et chère Isabelle. Oui, je voulais ajouter un mot. Le slogan de ce Figaro de l'époque est intéressant. C'était « La vérité quand même », en écho au slogan royaliste « Vive le roi quand même ». Et donc, il revendiquait le droit de pouvoir s'exprimer librement et critiquer, même si le journal n'était pas politique mais littéraire, mais non exempt d'allusion évidemment à la situation politique de l'époque. Alors, il faut préciser pour le public, c'est que c'est ironique de la part des journalistes du Figaro, parce que quand ils disent vive le roi quand même, non pardon, c'est la vérité quand même. Vive la vérité quand même, c'est un clin d'œil ironique à un mot que l'on prête aux ultras, c'était aux gens qui étaient plus royalistes que le roi, qui disaient vive le roi quand même, parce qu'ils étaient déçus que Louis XVIII soit trop libéral à leurs yeux. Donc c'est un clin d'œil, en fait, me semble-t-il. Et en fait, la littérature à l'époque, cher Étienne, sert aussi à critiquer le pouvoir. Là, on voit, grâce à la jeune journaliste qui travaille avec moi, Agnès Dira, de magnifiques illustrations. Et moi, j'attire vraiment l'attention du public. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est la richesse des caricatures publiées dans le Figaro sous la monarchie de Juillet pendant la décennie 1830. C'est magnifique. Il y a des noms alors, il y a Daumier qui écrit, quoi qu'il soit plutôt républicain, donc très à gauche pour le Figaro de l'époque. Il est quand même accueilli à cause de son talent dans les colonnes du Figaro, qui est éclectique. Mais il y a aussi Granville, qui est moins connu, mais vraiment, il y a des caricatures hilarantes, brillantissimes de Granville dans les années 1830, Claire. Oui, la caricature joue un très grand rôle dans la presse de cette période. Le dessin de presse permet de s'exprimer. C'est aussi un des fils rouges de l'exposition. On a essayé de montrer comment le dessin de presse était présent aux différentes époques dans le Figaro. Là, ce qu'on trouve, c'est assez classique sur la caricature qu'on vient de voir. Les grands ciseaux, c'est ce qui symbolise la censure. C'est le moment où on coupe les journaux. Donc, c'est une représentation assez classique des phénomènes de censure. On voit ce diable censeur qui sort d'une malle. La place du dessin, elle est très importante. Il ne faut pas oublier que les dessinateurs de presse, à cette époque-là, en payent également le prix, puisque l'histoire de cette période, c'est l'histoire des procès contre la presse en général et contre les dessinateurs en particulier. On le sait pour Daumier avec le dessin sur les poires, qui a été fait pour financer justement une amende à laquelle il avait été condamné. Parce qu'il avait dessiné le roi Charles X en forme de poire. Oui, l'idée c'était de dire qu'est-ce que je peux dessiner. Alors je ne peux pas dessiner le visage de... C'était pas Charles X, c'était Louis-Philippe. Pardon, de Louis-Philippe, bien sûr. Je ne peux pas dessiner le visage de Louis-Philippe. Est-ce que si je fais ça, ça ressemble encore un peu à Louis-Philippe? Est-ce que c'est autorisé? Et donc à la fin de son raisonnement, il dessine une poire et il dit « et donc je peux même pas dessiner une poire ». Donc ça c'est une manière pour le dessin de presse de pointer les limites de cette liberté d'expression pendant tout le 19e siècle. Est-ce qu'on peut aller en prison pour des dessins à l'époque? Il me semble que oui. Je pense, oui.
de même Oui. que pour ses écrits. On peut aller en prison et les journaux sont souvent interdits. Donc il y a une sorte de jeu du chat et de la souris entre les journalistes, les dessinateurs et puis les autorités. C'est-à-dire qu'on va condamner un titre, alors à des peines d'amende, à des peines de prison, on va le faire disparaître. Et puis ces titres, ils renaissent quelques jours plus tard avec une petite variation dans la titulature et ça permet de relancer l'histoire. C'est ça, c'était pas de tout repos, hein, la vie des journaux à l'époque, c'est plus simple sur ce plan-là en tout cas, aujourd'hui. Et alors, le journal, à cause précisément de ce que Claire Blandin et Étienne de Montetti viennent de nous expliquer, c'est que le journal cesse quasiment de paraître après 1840. Il y a une éclipse entre 1840 et 1854, c'est pas très connu, donc je l'indique. Et en 1854, il y a un grand homme de presse qui va ressusciter le titre. Chère Isabelle, qui est cet homme? Alors cet homme, c'est Hippolyte de Villemessant, un personnage tout à fait balsacien, un vendeur de rubans qui est un aventurier en fait, et qui lui-même ne sait pas écrire, enfin en tout cas n'a pas l'art d'écrire de bons articles, mais a l'art de dénicher les bons journalistes, les grandes signatures, et il va se lancer dans cette aventure en dépit des conseils de ceux qui lui disent « mais tu n'y penses pas, le Figaro est déjà mort au moins 10 fois en moins de 20 ans ». Et lui dit non, je sens qu'il y a dans ce mot de Figaro une promesse. Et donc il y croit, il lance ce journal au début de façon hebdomadaire et puis quelques années plus tard il va le lancer dans l'aventure du quotidien. J'ai trouvé assez amusant son mot au départ, il dit il est plus facile d'avoir de l'esprit une fois par semaine que 7 jours sur 7. Mais finalement, il réussit à fédérer à la fois des talents, des gens d'opinions diverses. On citait Jules Vallès, donc grand homme de gauche, communard, qui après s'être fait remercier par lui, parce que Hippolyte de Villemessant trouve que c'est pas très divertissant, toutes ces histoires de misère, ça commence à lasser le lecteur, donc il renvoie Jules Vallès, et malgré tout, Jules Vallès lui rendra hommage à Villemessant en disant « Paris lui doit à ce patapouf », parce qu'il était assez fort physiquement, « Paris lui doit à ce patapouf un regain de gaieté et d'ironie ». C'est dire à quel point il fait du Figaro un organe en fait décisif pour la vie sociale, la vie culturelle, la vie amicale. Oui, nos amis verront dans l'exposition, là il y en a, je la vois d'ici, des portraits de Villemessant par Nadar, le fameux photographe sous le Second Empire. C'était un colosse. Il était physiquement très impressionnant. Et cela explique, pardon, je rebondis là-dessus puisque je m'en suis rendu compte, cela explique que l'on retrouve une marionnette, le représentant, qui date du Second Empire, qui est dans les collections de la BNF, dans une sorte de spectacle qui devait être un peu un guignol de l'info sous Napoléon III. Et on a une marionnette représentant Villemessant où il a un costume à carreaux, il me semble, avec une grosse lavalière. Donc il y a ce côté caricatural du personnage, mais qui le rendait, je pense, aussi extrêmement attachant. Et ça aussi, on le voit dans les fonds d'archives, c'est quelqu'un qui est très présent dans les correspondances. Il avait énormément de correspondants, des écrivains, les Nadar par exemple, avec qui il correspondait. Donc c'est quelqu'un qui était très présent, et c'est aussi cette surface sociale qui a dû l'aider, qui a dû beaucoup aider le Figaro. On peut dire que c'est un des symboles de ce qu'on appelait la fête impériale sous le Second Empire. Alors je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait été invité aux Tuileries. En revanche, où le Figaro était un excellent chroniqueur de la fête impériale, puisqu'on peut se servir des différents journaux et surtout et beaucoup du Figaro à l'époque pour suivre les faits et gestes de Napoléon III, de Génie, savoir qui était invité à la cour, puisqu'il y avait peut-être des journalistes devant les Tuileries qui observaient. Donc c'est une excellente chronique mondaine, en plus d'être une chronique politique. Alors, le Figaro, on l'a dit, devient quotidien en 1866. Il tire profit de la libéralisation du Second Empire, du passage à une monarchie constitutionnelle quasiment vers 1869-70. Oui, on sait que les dernières années du Second Empire sont plus libérales. Napoléon III est obligé de céder un peu là-dessus, sur ses libertés, et la presse en profite largement. Dans les faits, la liberté de la presse est pratiquement totale à partir de 1868, même si les journaux doivent attendre la loi du 29 juillet 1881 pour que cette liberté, elle soit inscrite dans la loi. Et on a vu ensemble, ça m'avait frappé, les numéros qui paraissent en août 1870, quand il y a la guerre franco-prussienne.
Et les journaux sont féroces contre Napoléon III. Ils se déchaînent à l'annonce des premières défaites, mais jamais la Troisième République en 1914 n'aurait accepté qu'on parle comme ça de ses premières défaites aux frontières. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, ça s'est même passé dans l'autre sens, si je puis dire, c'est-à-dire que la guerre de 1870 a créé une forme de traumatisme collectif pour les journalistes, puisque la liberté étant totale, ils ont tout dit, y compris où étaient stationnés les soldats français. Que les Prussiens, la légende veut que les Prussiens n'aient eu qu'à lire les journaux pour savoir où se positionner. Donc, c'est sûr qu'en 1914, à la déclaration de guerre, les journalistes vont entrer pleinement dans l'union sacrée en disant on ne communiquera que ce qu'on nous dit, que ce qu'on nous autorise à communiquer. Ça explique que certains numéros du Figaro pendant la Grande Guerre a été caviardés, ça paraît, avec des blancs, et nous en montrons quelques exemples dans l'exposition, c'est-à-dire les textes incriminés étaient tout simplement biffés par la censure militaire. Il y avait des censeurs dans les journaux. Cher Étienne de Montetti, un autre grand moment à l'actif du journal, c'est son rôle dans l'affaire Dreyfus. Et pourriez-vous nous rappeler qui est Bernard Lazare, quel rôle il joue dans cette affaire ? Alors Bernard Lazare fait aussi partie de ces signatures du Figaro qui honorent le titre. C'était un journaliste qui a publié de nombreux articles et il est lié à la famille Dreyfus, à Mathieu Dreyfus, et il est le premier, grâce à Mathieu Dreyfus, à subodorer qu'il y a quelque chose derrière cette affaire et que derrière des décisions de justice, derrière des accusations de l'armée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Lazare va prendre fait et cause pour Dreyfus, il va constituer un dossier, il va constituer une brochure qu'il va essayer de faire circuler. Et puis surtout, il va aller voir sa direction, la direction du Figaro, Fernand Rodez et Adrien Périvier, et il va les convaincre que l'affaire Dreyfus n'est pas aussi limpide qu'un officier n'a pas trahi, du moins pas forcément celui-ci. Et il va être tellement convaincant que les deux directeurs vont accepter, après avoir été suivistes en quelque sorte dans l'affaire, en publiant l'actualité des condamnations de Dreyfus, ils vont accepter d'engager une campagne de presse en faveur du capitaine Dreyfus. Et je crois que c'est Lazare qui a l'idée de prendre un écrivain qui est disponible parce qu'il vient de finir un roman et qui s'appelle Émile Zola. Et c'est un moment où le Figaro est dans une situation difficile et courageuse parce que tout son lectorat est évidemment légitimiste, c'est-à-dire en faveur des décisions de justice, militariste, donc plutôt du côté de l'armée. Et donc il faut une sorte de courage, oui, de force de caractère pour cette direction d'engager une action en faveur de Dreyfus. Et il faut dire que les lecteurs se désabonnent, se désinvestissent en masse. Ils vont dans le grand concurrent du Figaro de l'époque qui s'appelle Le Gaulois, dirigé par Arthur Meyer. Et le Figaro se trouve dans une situation absolument terrible. C'est-à-dire qu'économiquement, cette prise de position lui coûte extrêmement cher. Et moralement, évidemment, c'est tout à fait à son honneur, mais la morale, ça ne paye pas, ça ne rapporte pas. Et cette direction sera quelques années plus tard évincée pour des raisons économiques, en quelque sorte, alors que le Figaro, évidemment, tire aujourd'hui une grande fierté d'avoir pu être à l'origine, ou du moins un des fers de lance de la défense de Dreyfus. Voilà, au bout d'un mois et demi, ils sont obligés de campagne de presse acharnée, presque quotidienne, ils sont obligés de hisser le drapeau blanc à cause de ce que vous évoquez. Et c'est pour cette raison que du jour au lendemain, Zola, après avoir publié trois chroniques dreyfusardes dans le Figaro, constatant qu'il est plus soutenu par le Figaro, se tourne vers Clémenceau et il publie J'accuse dans l'Aurore, du jour au lendemain. Et du coup, l'Aurore a fait oublier la campagne de presse du Figaro qui l'a précédée et rendue possible. Précisons que je crois que Bernard Lazare était lui-même anarchiste. Oui, tout à fait. C'était un écrivain qui n'était pas forcément dans la lignée de ce qu'on imagine être le Figaro. Peggy lui rend grand hommage dans Notre jeunesse. Il y a un magnifique portrait de Bernard Lazare. Ce que je veux dire, c'est que la toute fin de l'affaire Dreyfus, c'est quand il est gracié par le président Loubet, après un procès un peu rocambolesque, où il est condamné avec des circonstances atténuantes. L'affaire est finie pour lui et il va simplement aller dans sa famille dans le sud de la France. Et il y a un grand journaliste qui est un grand reporter qui s'appelle Jules Huret et qui est au pied de la prison. Ils ne sont peut-être pas si nombreux, il n'y a pas toutes les caméras et tous les micros qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Jules Huret suit Dreyfus qui, avec son frère, se rend à la gare pour prendre le train. Il monte dans le train, il s'assied en face de Dreyfus et ils ont 10 heures de train ensemble. Il recueille
les premières réactions d'un Dreyfus libre et enfin gracié, enfin sorti d'affaires. Et il va publier un extraordinaire grand reportage, en quelque sorte, avec les premières impressions de Dreyfus. Dans le Figaro. Dans le Figaro, c'est un coup journalistique, un scoop extraordinaire. Et surtout, ça permet de voir, je dirais, in vivo, la mentalité d'Alfred Dreyfus, une sorte de lucidité, mais très bienveillante, une sorte de mansuétude à l'égard des gens, de cette affaire. Il n'y a aucune colère, il n'y a aucune indignation, il y a un jugement très, très fin sur tous les protagonistes de cette histoire qui lui a fait tant de mal. Merci. Alors, autre épisode célèbre, nous n'y couperons pas, chère Isabelle, c'est le grand scandale que représente le meurtre du directeur du Figaro en mars 1914 par Madame Caillot. Et ça, il faut bien le dire, nous sommes tous scandalisés devant cet épisode. Eh bien oui, parce que le 16 mars 1914, Henriette Caillot, femme de Joseph Caillot, le ministre des Finances de l'époque, sous la présidence de Raymond Poincaré, donc Henriette Caillot prend rendez-vous à la rédaction, demande à voir Gaston Calmette, qui n'est pas là, on l'a fait attendre. Et puis quand la carte de visite d'Henriette Caillot arrive jusqu'à Gaston Calmette, son ami Paul Bourget, qui est avec lui, lui dit « Mais vous allez vraiment la recevoir ?» Parce que, en fait, depuis plusieurs mois, le Figaro et Gaston Calmette orchestraient une véritable campagne de presse contre Joseph Caillot, ministre des Finances, que le Figaro estimait corrompu et donnait la preuve en fait de son manque de conviction, de ses malversations. En 80 jours, il y avait eu 138 articles particulièrement virulents contre lui. C'est un record, je crois. Voilà, je vous invite à venir entendre la reconstitution historique de ce procès que le Figaro hors-série organise avec Maître Basile Adair et quelques avocats brillants qui vont réinterpréter ce procès vendredi après-midi. Ici au Grand même, Palais. Parce que la chose hallucinante dans ce procès, c'est donc Henriette Caillot entre à peine dans le bureau de Gaston Calmette. Elle lui dit « Vous savez ce qui m'amène ?» Et là, elle sort un revolver de son manchon et elle tire à bout portant 6 balles. Et au procès, elle dit qu'elle n'a pas eu l'intention de le tuer, qu'elle voulait simplement lui faire peur, l'intimider. Alors, précisons qu'on était au mois de mars, donc il faisait encore froid, et les femmes du monde à l'époque portaient un manchon pour protéger leurs mains, évidemment pour que les mains ne soient pas affectées, si j'ose dire, par le climat. Donc ça lui permet d'entrer avec son Browning. Elle est entrée tranquillement avec son revolver à la rédaction du Figaro, et on ne fouille pas une femme du monde au Figaro en 1914, on est poli. Bien sûr, et d'ailleurs Henriette Caillot ne perd rien de son calme ni de sa superbe, parce que quand les huissiers veulent l'arrêter, elle dit « Lâchez-moi, je suis une dame !» Extraordinaire. Calmette était connu pour sa grande courtoisie. Léon Daudet, dans ses souvenirs, raconte un homme très accommodant, arrangeant tout le monde. Et quand on lui dit « Mais monsieur le directeur, vous n'allez pas recevoir cette femme alors qu'on traîne dans la boue son mari depuis plusieurs semaines », il répond très très courtoisement « Je ne peux pas ne pas recevoir une dame ». Et alors, le procès lui-même, cher Charles-Éloi Vial, il intervient dans un climat très particulier, parce que ce procès va beaucoup plus passionner la France que l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo. Or, le procès, il intervient en juillet 1914. Et toute la France se passionne pour ce procès. Alors je pense que là, les images que l'on peut voir défiler le disent bien assez. Enfin, je pense qu'il y a aussi une passion pour ce type de grands procès, de grands assassinats qui sont plus ou moins des assassinats politiques. Enfin, on pense aussi à l'assassinat de Jaurès à peu près au même moment. Ça passionne et forcément, c'est du fait divers. Ça éclipse très souvent l'actualité et notamment l'actualité internationale. Mais c'est quand même un grand moment, je crois, de l'histoire du Figaro. Et en plus, on parlait hier du bureau, je crois, qui était devenu une relique du Figaro. On a longtemps gardé le bureau où Gaston Calmette a été assassiné. Il y a un farceur, une fois, qui est allé, je crois que c'est Jean Dutour, qui s'est fait annoncer auprès de Jean d'Ormesson, directeur du Figaro. Il lui a fait transmettre la carte de visite de Madame Caillot. Et il est rentré déguisé en Madame Caillot avec un pistolet à eau pour rejouer. Mais tout de même, c'est que pour le grand public que je représente, c'est quand même assez étrange de voir que Madame Caillot a été acquittée par les jurés. Bon, vous me direz, chère Claire Blandin, c'était tous des hommes. Peut-être qu'en définitive, ça jouait en sa faveur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est sûr qu'elle est acquittée. On estime qu'elle était irresponsable, qu'elle a agi sous le coup de l'émotion. Elle craignait la révélation d'un certain nombre de courriers intimes avec Joseph Caillot, qui a été son amant avant d'être son mari. Ils étaient chacun mariés de leur côté et ils avaient une liaison ensemble à l'époque. Tout à fait. Il faut dire que on tombe effectivement là dans la rubrique du fait divers. Cette rubrique du fait divers, elle est au cœur des médias de l'époque, hein. Les médias de l'époque, ce sont ceux qu'on appelle les 4 grands, hein, le Petit Journal, le Petit Parisien, le Matin, le Journal. Et le cœur de cette presse-là, qui est une grande presse populaire, ces journaux, ils tirent à 1 million d'exemplaires chacun, chaque jour, c'est le fait divers. Donc c'est une forme de construction de l'actualité qui est très présente dans le paysage médiatique de l'époque. Alors, arrive la Grande Guerre, puis nous arrivons dans l'entre-deux-guerres. Et c'est pas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas la période la plus connue de l'histoire du Figaro. Alors, il y a la période François Coty, qui n'est pas la plus brillante. C'était notre propriétaire controversé de l'époque. Mais enfin, il est évincé fin 1933. Et quand on se penche sur le Figaro des années 30, chère Isabelle, moi, ce qui me frappe, c'est la modernité. Il y a déjà une rubrique il y a un supplément économique à partir de 1924. On parle des films hollywoodiens, on parle des loisirs, du ski. C'est très moderne tout ça. Oui, c'est très moderne. Gaston Calmette avait déjà pas mal œuvré pour développer le grand reportage. J'ai découvert à l'occasion de ce numéro sur l'histoire du Figaro que le Figaro est pionnier dans l'art du grand reportage à l'étranger. Il y a donc des rubriques de la vie mondaine, des réflexions sur la vie économique, la vie sociale. Dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, toute la tension des années 30 est quand même relatée. Et à l'époque de François Coty, en plus, les bureaux du Figaro qui sont au rond-point des Champs-Élysées abritent aussi l'association des Croix de Feu et puis une ligue qui va avoir son rôle dans les événements du 6 février 34. Donc tout ça, bien sûr, est reflété dans la vie du journal. C'est ça, il y a d'une part les Croix de Feu et d'autre part une ligue. Oui. Et d'autre part, distincte des Croix de Feu, une ligue qui s'appelle la Solidarité française. Solidarité française que Coty. Dirigée par François Coty. Fondée par François Coty. D'abord un mouvement politique, puis après sa mort, ça devient une ligue. Et puis la vie littéraire aussi est très dynamique, puisqu'il y a le Figaro s'enrichit des grandes plumes de notamment André Mauroy, Vladimir d'Ormesson, Paul Morand, qui chacun apportent leurs pattes très différentes et toujours avec l'exigence et le style. J'en profite pour vous signaler à nos amis que le pacte germano-soviétique, le fameux pacte germano-soviétique Hitler-Staline avec ses clauses secrètes qui va déclencher la Deuxième Guerre mondiale et qui est rendu public en août 1939, il est annoncé en une du Figaro avec 3 mois d'avance par un homme un peu oublié qui s'appelle Boris Souvarine, qui était un grand analyste du communisme. Et le Pierre Brisson lui fait assez confiance pour publier en une, en mai 1939, un texte qui évidemment n'a pas plu au Quai d'Orsay à l'époque et qui pourtant allait se révéler tout à fait très tristement exact. Alors, chère Claire Blandin, nous arrivons à un épisode particulièrement tourmenté de l'histoire de France, la Deuxième Guerre mondiale. Comment se conduit le Figaro pendant cette période si noire ? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, le personnage qui dirige le journal, c'est Pierre Brisson. On vient de citer son nom. Il est devenu directeur littéraire en 1934, directeur du journal en 1936. Et en fait, Pierre Brisson, lui, il va partir faire la drôle de guerre. Il va être fait prisonnier. Et pendant ce temps-là, la rédaction se retrouve sous la responsabilité d'un journaliste qui s'appelle James de Coquet, qui va faire une grande carrière au Figaro. Pendant les années 60, il sera notamment chroniqueur mode et gastronomie. Pour l'instant, c'est lui, jeune journaliste, qui va emmener la rédaction d'abord à Bordeaux dès le mois de juin 1940, pendant avant l'arrivée des Allemands dans Paris. Puis le Figaro s'installe à Lyon. Là, Pierre Brisson rejoint son équipe
Et le Figaro est abrité à Lyon dans les locaux du Nouvelliste, donc 12 rue de la Charité, pendant ces mois d'occupation. Ça fait partie de ces journaux qu'on appelle repliés, en fait, de la presse parisienne. Et le moment décisif, c'est la décision en fait de Pierre Brisson de couler, on dit de s'aborder son journal en novembre 1942, quand après la première tentative de débarquement de novembre 42 en Afrique du Nord, il estime que la pression de Vichy et de la censure ne permettent plus de faire une véritable information. Et donc il dit le Figaro reparaîtra quand ce sera possible, mais il prend cette décision de s'interrompre. C'est le moment où la zone dite qu'on appelait libre à l'époque est bien sûr envahie par les Allemands. Et devient la zone sud. Devient la zone sud. Alors, le Figaro, grâce à ce choix de novembre 42, peut ressusciter à la Libération. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le grand homme de la Libération et de l'après-guerre, dans les signatures prestigieuses du journal, il porte un nom, c'est Mauriac. Oui, François Mauriac est de ces hommes qui ont été amenés, Isabelle Schmitz en parlait à l'instant, dans les années 30 par Pierre Brisson, qui avait un carnet d'adresses littéraire et artistique exceptionnel, et donc qui fait travailler dès 1934 François Mauriac au Figaro. Mauriac envoie des papiers les premiers mois de la guerre, et puis en 1944, quelques jours avant la libération de Paris, Mauriac est dans sa maison de Weimar, dans la région parisienne, et Brisson lui demande un article, lui demande un éditorial pour en quelque sorte célébrer la libération de Paris. Et l'article va traverser les lignes allemandes. C'est toute une histoire très très romanesque. C'est le fils de Mauriac, Claude Mauriac, qui en bicyclette va apporter l'éditorial, qui est devenu maintenant célèbre parce qu'il a un titre, c'est le premier des nôtres. C'est une célébration extraordinaire du général de Gaulle. Et à partir de ce moment-là, Mauriac va avoir une espèce de chaire, en quelque sorte de magistère au Figaro, avec des chroniques brillantes. Et finalement, l'homme de lettres, l'écrivain, l'homme de théâtre va aussi devenir un commentateur de la vie politique, de la vie religieuse, de la vie civile, jusqu'à sa mort en 1970. Les tribulations de Mauriac avec le Figaro sont longues et un peu aventureuses. Au moment de l'Afrique du Nord, l'affaire marocaine, 1953, les lecteurs, une nouvelle fois, vont hurler contre les prises de position de Mauriac. Brisson va malheureusement être obligé de s'en séparer. Il restera au Figaro littéraire avec son célèbre bloc-notes, qui est une des choses les plus brillantes que Mauriac nous a laissées. Autrement dit, l'après-guerre, c'est Mauriac. Et puis le deuxième personnage, c'est Raymond Aron. Et donc on rêve de voir ce journal avec ces deux éditorialistes brillantissimes. L'un plutôt pour les relations internationales, Aron, avec un regard très intéressant, très aiguisé sur les États-Unis, et puis Mauriac plutôt pour les affaires françaises. Oui, c'était assez rare de s'intéresser aux États-Unis finalement. Pour oui. les grandes plumes de l'époque, Aron est un peu singulier sur ce plan. Oui. D'ailleurs, il racontait un peu vache que il avait expliqué à Brisson qu'il faudrait quand même un correspondant aux États-Unis. Brisson lui avait dit ah bon, est-ce qu'il faut que je l'envoie à New York? Et Aron lui avait dit ben non, vous savez, le pouvoir politique aux États-Unis, c'est quand même à Washington. C'est dire si Brisson avait une idée un peu générale des États-Unis, mais Aron, lui, était vraiment un très fin connaisseur. Oui. Et j'en veux pour preuve la mort de Kennedy, où Aron fait deux très très brillants éditoriaux, deux très brillantes analyses sur Kennedy, en racontant qu'il l'avait rencontré lui-même et qu'ils avaient échangé sur les États-Unis, notamment sur le programme économique et le programme international de Kennedy. Alors là, c'est en 1963. Alors, chère Isabelle, l'après-guerre et la guerre froide, un des aspects du positionnement du Figaro de Brisson, c'est son opposition claire et nette au communisme, à l'URSS au plan extérieur et au Parti communiste français à l'époque où il est très puissant. C'est ça aussi, un des combats du Figaro à l'époque. Oui, absolument. C'est un des combats très clairs et sur lequel il y a un consensus, parce que Étienne l'a bien dit, il y a une variété d'opinions au sein de la rédaction qui est réelle. Bon, on a parlé d'Aron et de Mauriac, qui n'étaient pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais l'anti-bolchevisme va être anticommunisme, disons. L'anticommunisme, un socle commun. J'évoquais l'affaire Kravchenko tout à l'heure, de ce dissident russe, auteur de J'ai choisi la liberté.
dont les bonnes feuilles sont publiées dans le Figaro littéraire et qui va provoquer un vrai scandale. Oui, on mesure plus ce que ça a été. Je crois que c'était en 1948. Il y a les débats, les comptes rendus du procès qu'il intente, que Kravchenko intente aux Lettres françaises, qui est une publication communiste. Ces comptes rendus de débat, ils sont intégralement publiés dans le Figaro. Il y a des pages entières, pour savoir si on peut parler de goulag et de camps de concentration en URSS à propos du goulag. On l'a quand même accusé d'avoir produit un faux. Et d'être un espion de la CIA. D'être un espion de la CIA, et Saint-Germain-des-Prés, tout le clan de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir en tête, l'attaque de façon très virulente. Et le Figaro le défend unanimement. Oui, à ce moment-là, c'est vraiment les lettres françaises. Hein. C'est les lettres françaises d'Aragon, c'est la presse du Parti communiste français. Le Figaro littéraire est clairement un projet pour s'opposer aux lettres françaises. Hein. C'est le pendant des lettres françaises. C'est un hebdomadaire littéraire. Il est pensé pour ça. C'est Maurice Noël, son rédacteur en chef, qui l'imagine de cette manière-là. C'est pour ça que vous expliquiez dans une autre enceinte que le Figaro littéraire du début, ça tient un peu de la revue. Oui, il y a quelque chose qui ressemble à une revue littéraire, effectivement. C'est un objet qui est un peu hybride, qui se construit progressivement entre le 19e et le 20e siècle. Et pendant cette période de la guerre froide, clairement, si le Figaro littéraire, c'est un hebdomadaire qui est vendu séparément du quotidien, faut le rappeler. Il y a un vrai marché à ce moment-là pour ces revues littéraires. Les Lettres françaises et le Figaro littéraire sont les deux leaders du marché, mais on a aussi Art, on a aussi La Parisienne, on a aussi énormément de titres qui font cette critique littéraire et culturelle. Oui, et c'est comme ça que ceux qu'on appellera les hussards se singularisent. Ils ont aussi leur revue. Les hussards, c'est Nimier. Les hussards, c'est la réponse qu'on trouve aussi dans la littérature. C'est-à-dire comment refaire de la littérature après la théorie de l'engagement de Jean-Paul Sartre qui triomphe dans les temps modernes. Alors le temps galope et nous sommes obligés de galoper avec lui. Cher Charles-Éloi Vial, est-ce que lorsqu'on se rapproche dans le temps, quand on évoque le Figaro des années 60, mai 68, vous savez qu'il y a eu une grève dans l'histoire du Figaro en 1969 pour défendre l'indépendance de la rédaction qu'on estimait menacée par la remise en cause de l'héritage de Brisson, qui était mort fin 1964. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans les archives, disons, que l'on trouve, qui vous ont paru notables pour éclairer l'évolution de la société française depuis les années 60, des choses qui vous ont particulièrement intéressé ou surpris? Alors dans les archives du Figaro, c'est-à-dire on peut dire dans les anciens numéros du Figaro, c'est toujours une mine bien sûr pour les historiens, mais je vais revenir sur ce que j'ai découvert lundi, donc heureusement que l'émission a lieu aujourd'hui et pas un peu plus tôt. Dans les archives de Jean d'Ormesson qui sont entrées à la BNF et que je suis en train de classer. Et nous avons la joie d'exposer des manuscrits de Jean d'Ormesson grâce à vous. Il y a tout un dossier sur l'administration du Figaro dans des années, de 1949. Il y a sa lettre d'engagement comme chroniqueur au Figaro et puis ça dure jusqu'en 2017. Donc il y a quand même des dossiers très importants pour la vie du Figaro. Et là, on trouve des choses assez intéressantes et on sent il faudrait peut-être que des spécialistes se penchent là-dessus, mais on sent qu'il y a des tensions en interne, qu'il y a des débats. Par exemple, au moment de l'archipel du Goulag, de la parution du livre, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs lettres que d'Ormesson reçoit. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Oui, ça m'a l'air assez riche, et même pour la vie interne du journal, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, toutes ces notes de service tapées à la machine à écrire. Ouais. Donc je crois que les archives du Figaro pour cette période chez vous ne sont pas très riches, mais quand on regarde du côté des archives des auteurs, il y a quand même beaucoup de choses qui ont survécu et qui donnent un aperçu d'un journal qui est très dynamique, qui est tourné vers bien sûr la vie intellectuelle, la vie politique, et avec quand même toujours des plumes de très haute tenue, de très haute qualité. On a des manuscrits d'articles de Roland Barthes qui publient dans le Figaro. C'est pas forcément l'auteur qu'on associe le plus au Figaro, donc mais quand même, ou encore par exemple René Girard, qui est quand même un de ces grands Français qui est parti aux États-Unis. Donc on a quand même des très grandes plumes qui écrivent dans le Figaro et qui continuent à illustrer la pensée française. En même temps, chère Isabelle, le Figaro change d'actionnaire en 1975, c'est l'arrivée de Robert Hersant. Oui, l'ère de Robert Hersant, surnommé le papivore, puisqu'il possédait beaucoup de journaux. Et l'ère de Robert Hersant va être synonyme de prospérité
dans un contexte qui n'est pas évident au départ, mais en 1978, Hersan a l'intuition de l'opportunité de créer le Figaro Magazine. Et alors que les ventes du Figaro quotidien stagnent, voire décroissent, le Figaro Magazine, avec à la fois son nouveau format, son esthétique, ses reportages, ses grands reportages, son identité idéologique va beaucoup plaire. Et en quelques mois, le Figaro Magazine conquiert des centaines de milliers de lecteurs. Il y a un record, donc il est créé en 1978, c'est ça. En 1984, le numéro spécial sur l'école libre se vend à 1 100 000 exemplaires. C'était l'affaire de la loi Savary. Voilà, et la grande manifestation Savary t'es foutu, l'école libre est dans la rue, Michel Sardou, je ne sais pas s'il était en une du magazine, mais en tout cas il était en photo. Moi je me souviens aussi d'avoir vu cette photo à ce moment-là. Et donc l'époque de l'ère Hersan reste aujourd'hui pour nous, journalistes d'aujourd'hui, une sorte d'Eldorado où la publicité était florissante. Madame Figaro Madame Figaro est créée en 1980. Et voilà. si on fait d'ailleurs l'histoire des titres qui naissent, alors c'est plus récemment, ce n'est plus l'époque de Robert Hersan à ce moment-là, mais ce n'est pas encore l'époque de Serge Dassault, c'est en 2001 que naît le hors-série du Figaro, la dernière grande création du Figaro dans l'univers du groupe Figaro, c'est le hors-série que vous représentez. Je me permets de vous reprendre, c'est le Figaro hors-série parce que c'est un titre en soi. Vous avez raison, comme le Figaro Magazine, voilà. Le Figaro hors-série, naturellement. Le Figaro hors-série, donc naît en 2001. Michel de Gégère, qui l'a créé, qui en avait l'idée, réfléchissait à plusieurs thèmes depuis quelques mois. Et puis il y a eu le 11 septembre 2001 qui a convaincu, en fait, qui a emporté l'adhésion de la direction là, sur l'opportunité d'essayer cette formule d'articles plus longs sur un format flatteur avec du papier glacé, le recul suffisant. En fait, on échappe à l'urgence du quotidien, mais on a le temps, on prend le temps d'écrire, de lire, de relire, de méditer un peu, et on est donc sur du temps long puisqu'on a à peu près un mois de fabrication. Et Figaro Histoire, et le Figaro, il est quand ? Le Figaro Histoire a été créé il y a 12 ans. C'est la même équipe. C'est absolument, c'est la même équipe, c'est le même cerveau fertile de Michel de Gégère qui a voulu, et de son équipe bien sûr, mais Michel de Gégère a voulu proposer en fait un regard sur l'histoire qui mette en valeur l'actualité de l'histoire, donc sa résonance avec le contexte actuel. Je fais en avant-première, je vous dévoile le thème du prochain Figaro Histoire, qui est comment on déclenche une guerre mondiale, sur la Première Guerre mondiale. Et voilà, toute coïncidence ou toute résonance avec la situation actuelle est absolument pas fortuite. Et donc les grandes créations du Figaro, c'est des titres de l'univers Figaro. 1978, Figaro Magazine. 1980, Madame Figaro. 2001, Figaro hors série. Et puis Figaro Histoire. Et je salue le travail votre travail remarquable, vraiment, je suis très sincère, que fait l'équipe des hors-séries, du Figaro hors-série et du Figaro Histoire, et qu'il faut souligner. Alors, chère Claire Blandin, les années filent, et Serge Dassault meurt, Robert Hersan meurt en 1996, Alain Perfit, il faut le dire à mot, en 1999. Et nous voilà changeant d'actionnaire en 2004. Oui, à partir de 2004, c'est une nouvelle aventure, effectivement. Un actionnaire qui vient d'un autre secteur. Alors, il faut d'abord dire qu'en histoire des médias, c'est quelque chose d'assez courant. Ça s'appelle la financiarisation de la presse. Ça date du 19e siècle et c'est pas nouveau qu'il y ait des industriels qui viennent investir dans les médias. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, le Figaro n'est pas très en avance sur toute la partie numérique, on va dire ça de cette manière-là, et que depuis le rachat par Serge Dassault, on voit que l'orientation est clairement mise de ce côté-là, et c'est ce que va apporter ce nouvel actionnaire. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est frappant, Étienne de Montetti, c'est les efforts pour épouser la révolution numérique. Et vous dites quelque chose qui m'a frappé dans votre très beau livre aux éditions de La Martinière, c'est que la distinction traditionnelle entre les différents supports,
l'écrit, Internet, la photo, la vidéo, tout ça semble, la télé, les podcasts, tout ça semble en train de converger finalement dans notre groupe. Oui, en effet. Je me souviens quand le site est né, on pensait que ça serait deux univers distincts, deux continents avec leur logique. Peu à peu, on s'aperçoit que tout ça va dans le même mouvement et que des articles du web peuvent être imprimés sur le papier, des vidéos issues d'émissions de télévision, comme celles que nous réalisons là, peuvent intervenir aussi sur le site à l'occasion d'un autre sujet. Il y a une convergence des choses, une unification, c'est un petit peu le cours de l'histoire. Les journalistes s'y font, c'est pas toujours facile forcément, des journalistes nés dans l'univers de l'écrit, l'univers R100, qui se retrouve au XXIe siècle. Il y a une sorte de mouvement naturel, mécanique, parce que c'est toujours, au fond, un média, c'est toujours un lieu où on informe, quelle qu'en soit la forme. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est l'audiovisuel? Est-ce que c'est sur un site, sur le papier? Toutes ces notions-là qui étaient très présentes il y a 20 ans, aujourd'hui s'estompent. Il y a un même mouvement d'information sous ce label Figaro qui reste mythique, même au XXIe siècle, et même sous la forme audiovisuelle ou la forme numérique. Et pour parler plus particulièrement du Figaro littéraire que vous dirigez, il a la forme qu'on lui connaît. Moi, j'ai toujours connu le Figaro littéraire le jeudi, le jour de la sortie des nouveaux livres en librairie. Et donc, j'ai grandi avec l'idée naïve que ça avait toujours été comme ça. Mais non, le Figaro littéraire, il a la forme qu'on lui connaît depuis 1986. Oui, c'est ça. Il avait disparu au début des années 70 parce que cette forme économique que Claire Blandin nous a décrite avait vieilli. Et donc, pendant une quinzaine d'années, on parle des livres dans le Figaro. Dans les pages culture, on parle des livres. Ce qui, à mon avis, est une erreur, parce que quand le livre est en concurrence avec une autre actualité, il est très souvent perdant. Un très très bon roman de quelqu'un qui n'est pas forcément une très grande star pèse peu à côté de l'actualité internationale, surtout aujourd'hui, à plus forte raison, l'actualité économique. Tout est quand même incroyablement, comment dirais-je, tonitruant. Et la littérature, à côté de ça, pèse assez peu, sauf s'il s'agit de Michel Houellebecq ou de quelques personnes. Jean d'Ormesson s'en sortait assez bien à cette aune. L'idée de Jean-Marie Roy en 86, c'est de sanctuariser par un cahier la littérature. Et c'est le cahier littéraire, le Figaro littéraire, qui décide que le livre important, c'est un livre d'histoire, c'est un roman, c'est de l'histoire littéraire, mais ça ne peut pas être mis en comparaison avec des événements de l'actualité politique ou internationale. Et cette intuition de Jean-Marie Roy, qu'il propose à Robert Hersant, on pourrait passer encore une heure à raconter les mésaventures de Jean-Marie Roy au sein du Figaro, parce qu'il était là depuis 1969, et puis il a été viré par son ami d'Ormesson. Enfin, il revient en 86, et il réinstalle, c'est vrai, non seulement les écrivains au Figaro, mais aussi la place des livres dans le Figaro, ce traitement un peu à part, à côté du fracas du monde, en quelque sorte, pour que la littérature soit à sa place. Alors, chère Claire Blandin, imaginez, je suis quelqu'un qui veut commencer une thèse sur l'histoire du Figaro. Je viens vous voir dans votre bureau à la Sorbonne et je vous demande, madame le professeur, bon, madame la professeure si vous voulez. Merci Guillaume. Je me force pour vous être agréable. Madame la professeure, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme sujet pour commencer une thèse sur le Figaro aujourd'hui ? Alors, écoutez, après cette année où j'ai été pratiquement en immersion à la rédaction pour préparer cette exposition, il y a une multitude de sujets. D'abord, il y a des suppléments qui n'ont pas été étudiés. Je pense au Figaro agricole, dont il y a quelques numéros dans l'allée nord par ici. Donc, il y a encore beaucoup de publications du Figaro qui n'ont pas été étudiées. On pourrait aussi imaginer des travaux de recherche sur la période la plus récente. On a parlé archives tout à l'heure. Il n'y a pas d'archives sur les 40-50 dernières années. On n'a plus le papier, en fait. On n'a plus ces comptes rendus de réunion. On n'a plus la correspondance entre les rédacteurs en chef et les journalistes. Alors, pour le Figaro, on l'a un petit peu dans un fond, puisqu'il y a eu un grand dépôt. C'est le dépôt fait par Jean-François Brisson, le fils de Pierre Brisson, donc aux archives à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Pardonnez-moi de vous couper. Pour la suite, il faut prendre rendez-vous avec vous. Exactement. Parce qu'on me demande de rendre l'antenne. Et il faut prendre rendez-vous, s'agissant des Archives nationales, avec Charles Eloi Vial, qui se fera une joie avec sa courtoisie habituelle
de renseigner les futurs doctorants. Merci à vous quatre. Merci, chère Isabelle Schmitt. Je recommande donc votre hors-série, naturellement. Merci bien. Merci, cher Étienne. Je recommande votre livre. Merci, Charles-Éloi et Claire Blandin. Merci à vous, surtout, cher public, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne Figaro TV, en replay, sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.